Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Invité Culture. Mon invité ce soir est professeur universitaire, ex-consultant du ministre de l'Éducation nationale et expert dans plusieurs disciplines, sciences politiques, géopolitiques et enjeux technologiques. Il vient de publier The Dawn of Artificial General Intelligence. Cet ouvrage vous entraîne dans un voyage captivant pour décoder la boîte noire et dévoiler les secrets de la course mondiale effrénée pour la suprématie de l'intelligence artificielle. Il élucide les opportunités et les progrès de l'intelligence artificielle tout en exposant les menaces directes qu'elle fait peser sur la stabilité démocratique et l'avenir du travail. Ouvrage qui souligne également l'émergence d'une nouvelle hégémonie cognitive et le risque d'une atrophie de la pensée humaine aux côtés de menaces existentielles légitimes. Ce livre marque actuellement une transition dans les travaux d'Abdessamad Fatmi, passant de la géopolitique classique à l'analyse de l'intelligence artificielle comme force de transformation mondiale. Abdessamad Fatmi, bonsoir à vous, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonsoir Madame Khamlichi, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Un plaisir partagé. Donc on voit en background la couverture de votre livre écrit en anglais que j'ai également entre les mains. Un livre qui est également écrit en langue arabe. Donc parmi les langues les plus parlées dans le monde, l'anglais et l'arabe actuellement. Parlez-nous de la genèse de ce livre. D'où est venue l'idée, le déclic? Pourquoi l'avoir écrit? Et surtout, à qui s'adresse-t-il vraiment? Très bien. Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de rendre un petit hommage à la personne qui m'a honoré par la rédaction de la préface de ce livre. Il s'agit du ministre de l'Éducation, 2 fois ministre de l'Éducation nationale, M. Rachid Belmokhtar. J'aimerais à cette occasion lui rendre un grand hommage, puisque pour moi c'est un grand homme et qui comprend ces enjeux, donc les enjeux dont on va parler aujourd'hui, et qui a toujours qui croit en l'avenir, qui croit au potentiel de notre jeunesse. Mais pour revenir un petit peu à la genèse ou à l'idée derrière ce livre, d'abord, elle émane d'un constat que j'ai fait, peut-être à tort, mais j'ai constaté qu'il y avait un manque de débat public profond et sérieux sur ce que Elon Musk appelle un supersonic tsunami, un tsunami supersonique. Les termes employés sont forts, justement. Oui. Moi, je ne crois pas, peut-être qu'il exagère un petit peu, mais il suffirait de dire qu'on est effectivement qu'on est à l'aube d'une transformation énorme. D'un bouleversement majeur qui est en train de s'opérer sous nos yeux. Absolument. Et la question qui se pose, c'est comment se prépare-t-on justement à ce bouleversement? Eh bien, cela, d'abord, d'ailleurs, je reviens à l'objectif de l'ouvrage, c'est d'abord d'essayer d'expliquer, de vulgariser et de rendre un peu accessible ce monde. Donc, c'est ce que j'ai essayé, d'ailleurs, d'où le choix des langues. Bon, moi, je suis angliciste de formation, mais comme j'ai fait un passage à l'école Wafa de traduction, à qui je rends hommage à cette école publique marocaine, j'ai décidé de rédiger également l'ouvrage en langue arabe, donc de traduire une terminologie qui n'est pas toujours accessible. Donc voilà. C'est cette envie d'abord d'éclaircissement, de vulgarisation, de définition exacte de certains concepts. Absolument, parce qu'aujourd'hui, quand le grand public parle de l'IA, de l'intelligence artificielle, eh bien, on évoque souvent les chatbots comme ChatGPT, et on ignore que, bon, d'abord, qu'il s'agit d'un domaine extrêmement large. L'IA comme discipline, et je parle de l'IA moderne, qui est née dans les années 40-50 du siècle dernier, avec des pères fondateurs comme Alan Turing ou comme Claude Shannon, comme bien d'autres. Je mentionnerai von Neumann ou John McCarthy. D'ailleurs, John McCarthy qui a
qui a proposé ce terme, intelligence artificielle. Ce monde, d'ailleurs je l'explique dans le livre, un petit peu l'histoire de l'IA. Parce que durant le XXe siècle, elle a connu ce qu'on appelle les winters and springs. Alors, des hivers et des comment dirais-je, des printemps, voilà. Mais dans le livre, je reviens un petit peu en arrière. Oui, justement, et on le voit dans le sous-titre déjà de ce grand titre, Genesis and Implication for the Arab World. For the Arab World. Et je mentionnerai cette image centrale, d'ailleurs, de la couverture, c'est Al-Khwarizmi. Alors, Al-Khwarizmi, puis cette architecture circulaire, je ne sais pas pour ceux qui se posent des questions, c'est l'ancienne ville de Bagdad durant l'ère abbasside. Donc, on parle de Al-Ma'moun et de Dar al-Hikma. Donc, c'est The House of Wisdom, la maison de la sagesse. Et pourquoi je parle de cette période d'âge d'or arabo-musulman, entre je dirais le 9e et le 12e siècle, où on a été les pionniers. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans parler d'algorithmes. Et les algorithmes, c'est Al-Khwarizmi, c'est le père de l'algèbre moderne, c'est le père des équations. On ne peut pas parler de l'intelligence artificielle sans parler de Ibn al-Haytham, ou de Al-Kindi, ou de Ibn Sina, ou Al-Farabi, et bien d'autres. On a évoqué le nom de Al-Jazari dans la vision marocaine. En tout cas, il faut, pour nous, et la question centrale, c'est pour qu'on puisse imaginer notre futur, il faut qu'on comprenne notre passé. Et voilà. Est-ce que ce livre suggère aussi que le monde arabe doit aujourd'hui reprendre ce flambeau, finalement, cet héritage qu'il a lui-même légué et qui est à l'origine du monde dans lequel on vit actuellement? Eh bien, absolument. C'est l'un des objectifs de ce livre. C'est un rappel, un clin d'œil pour que... Moi, j'ai eu des amis qui, quand ils ont vu la couverture, ils m'ont dit tu parles d'intelligence artificielle et on a quelqu'un avec un turban dans la couverture. Eh bien, ça reflète un petit peu l'ignorance et le comment dirais-je, je dirais pas de mépris, mais la mauvaise connaissance de notre histoire et de nos racines. Et pour qu'on puisse effectivement espérer un meilleur futur, il faut qu'on sache d'où on vient, quelle est notre contribution, sachant qu'aujourd'hui, par exemple, je vais donner un petit exemple. Si tu cherches sur Google pour poser la question qui est le père fondateur de l'approche scientifique moderne, dans the scientific method, on va certainement te dire que c'est Sir Francis Bacon, parce que c'est lui qui a formalisé la démarche scientifique moderne. Eh bien non. La vraie réponse, c'est que c'est Ibn al-Haytham, 5 siècles avant Sir Francis Bacon. C'est Ibn al-Haytham, c'est lui qui a mis en place la démarche scientifique qui commence par shak, le doute. Donc, comment poser les questions, comment formuler des hypothèses et comment questionner l'autorité de la science. Et puis, al-ikhtibar, l'expérimentation, et at-tasdiq, c'est-à-dire la validation. Voilà ici toute la démarche scientifique sur laquelle est basée toute la connaissance humaine moderne. Et ça, malheureusement, on ne le retrouve pas sur les engins de recherche tels que Google. Moi, j'invite n'importe qui à poser cette question, à Google ou à ChatGPT ou à Gemini. Voilà, donc il faut... D'où l'importance d'utiliser, nous aussi, ces outils et d'être un petit peu pionniers dans ce domaine pour pouvoir écrire aussi notre propre histoire. Eh bien, voilà. Et y insérer les données qui concernent aussi l'héritage qu'a légué ce monde arabo-musulman. Absolument, bien entendu, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers et nous suffire de dire, voilà, nous avons un héritage extraordinaire, ce qui est vrai. Mais il faut aujourd'hui prendre conscience de ça et de se poser les vraies questions. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour ne pas rater ce train
Justement, on va recentrer la discussion sur le Maroc pour les quelques minutes qui nous restent. Et ça serait bien qu'on ait une petite réflexion sur la stratégie actuelle qui est menée au Maroc concernant justement ce développement effréné, comme vous le dites, de la technologie et de l'intelligence artificielle. Et puis aussi, quelles recommandations pour pouvoir profiter pleinement de toutes les potentialités que décèle cet outil. Bon, je dirais d'abord que le Maroc a le mérite d'être parmi les pays qui ont œuvré à développer une stratégie, donc quoique je ne sais pas si on peut parler de notre feuille de route actuelle et vraiment l'appeler stratégie. Oui, c'est vrai, on parle de la partie, comment dirais-je, souveraineté numérique, on parle de toute la part de l'infrastructure, de la formation, du développement de modèles. Par contre, moi j'ai comment dirais-je, une petite lecture critique de cette stratégie. D'abord, ses objectifs, qui sont un peu, à mon point de vue, un peu ambitieux. Si on parle de la formation, on a comme objectif 200 000 diplômés à l'horizon 2030. Je me dis, le Maroc aujourd'hui peine à former une dizaine de milliers d'ingénieurs par année. Comment est-ce qu'on va former 200 000 à l'horizon 2002 ? Bon, oui, sur le plan énergétique, c'est réaliste et réalisable, 500 mégawatts à Dakhla, oui, ça peut se faire. Mais le cœur de cette stratégie qui repose sur le développement de modèles marocains. On parle de modèles basés sur la Darija et le Amazigh. Oui, c'est louable, mais je me pose la question, surtout pour des experts. Madame la ministre est experte dans le domaine. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas prétendre développer un modèle qui se respecte si on n'a pas les bases de données, si on n'a pas la data. Eh bien, comment est-ce qu'on va développer un modèle respectable en Amazigh ou en Darija ? Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de développer des modèles de langue arabe, puisque nous avons une production et nous avons 400 millions de personnes qui parlent la langue arabe dans le monde. Donc, à mon avis, l'investissement doit aller dans le développement de solutions qui sont réalistes, accessibles, mais aussi, je dirais, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les large language models, les modèles géants de langage. Mais il y a également les petits modèles de langage. Et c'est des modèles qui peuvent être très spécialisés. Imaginez, par exemple, un ministère ou n'importe quelle administration qui détient un archive qui peut être exploité et développé pour ce ministère ou pour cette institution 100 petits modèles de langage pour résoudre ces problèmes. Et ça peut vraiment donner de très bons résultats en termes de qualité, de productivité. Et il faut vraiment commencer petit, moi je dirais. Commencer petit, mais commencer sérieusement. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, donc je n'aimerais En tout cas, pas... un appel à l'action. Absolument. Et absolument. puis au travail pour ne pas être dépassé par une technologie qu'on pourrait aujourd'hui utiliser pleinement, en tout cas dont on peut utiliser pleinement le potentiel pour se développer davantage. Merci à vous, Abdessamad Fatemi. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Le plaisir est partagé. Je montre à nouveau vos deux ouvrages en anglais. On avait la couverture en background et également en langue arabe. Donc pour que ce soit accessible à tout le public et pour vulgariser un petit peu les concepts de ce nouvel univers technologique dans lequel on vit aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous, madame. C'est la fin de l'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.